Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier nos intervenants, les collègues du professeur Malmi et Medani, pour l'excellence et la qualité aussi de leurs interventions. Alors moi, j'interviens, comme tu viens de le dire, pour apporter quelques éclaircissements et puis pour poser quelques questions, aussi des questions rapidement. Alors concernant le domaine réservé, sur lequel nous travaillons, c'est moi-même, au niveau de notre équipe de master, etc., c'est une question très importante, juridique mais aussi politique. Comme nous le savons, je voudrais le rappeler, l'origine est française, si on peut dire. Le jour où le président Chirac a cohabité avec Jospin. Il s'est posé un problème. Jospin est parti dans une tournée au Moyen-Orient, il est allé en Israël, et puis il est arrivé au Liban. Alors il a dit, je veux recevoir tous les partis politiques, sauf les terroristes et Hezbollah. Alors que Hezbollah était représenté au gouvernement par 2 ministres. Et il y a eu un tollé au niveau gouvernemental, au niveau des relations franco-libanaises, etc. Lorsque Jospin est revenu en France, le président Chirac l'a appelé et lui a dit, attention, la politique étrangère, les orientations de la politique étrangère, pas de pratique, pas de pratique. Donc je ne peux pas avoir de problème avec les Arabes, etc. Donc finalement, lorsqu'on parle de réservé, de Sa Majesté le Roi, ce sont les orientations de la politique étrangère. Nous avons des problèmes avec l'Espagne concernant ce thème, mais nous tenons à avoir, par exemple, des relations. Nous avons des problèmes avec l'Algérie, mais nous tenons à avoir, par exemple, des représentations diplomatiques. Les orientations générales. Mais la pratique, c'est là. La pratique, bien entendu, je suis d'accord avec c'est un peu allumé, sur le partage. Il y a un partage dans la nouvelle constitution. Donc, à travers d'abord l'article que nous a cité sur le conseil du gouvernement, et puis aussi, il n'y a pas, par exemple, la politique générale du gouvernement, que le conseil du gouvernement présenté au conseil des ministres, il y a aussi l'actualité en matière de droits de l'homme, qu'il faut aussi citer. Il y a aussi la question, le conseil du gouvernement, comme nous le savons, c'est lui qui présente des projets de loi au Parlement pour l'approbation d'une convention internationale avant sa ratification par loi. Donc il y a un certain problème. Mais là, la pratique, au niveau des députés et au niveau du Parlement, c'est un problème. Il y a une commission de politique étrangère au niveau du Parlement. D'ailleurs, il y a une personne qualifiée qui est là pour parler un peu, si M. le Président veut bien ouvrir encore le débat, le docteur Lahlou, qui est donc doublement docteur en médecine en droit et qui était député et membre de la politique étrangère et qui a souffert justement de cette problématique, qui peut aussi prendre la parole et nous dire comment les problèmes se sont posés. Alors, il y a une commission de la politique étrangère. Okay. Ça, c'est très bien. Alors, les députés ont tendance de dire que ce qui est étranger, c'est pas nous. Combien de fois les Marocains ont vu leur ministre des Affaires étrangères à la télé? On voit tous les ministres, alors que la Constitution dit que le Parlement contrôle tout le gouvernement. Combien de fois on a invité le ministre des Affaires étrangères de venir devant le Parlement? Quelles sont les questions qu'on lui a posées? Alors qu'il y a beaucoup de questions internationales concernant. Pas la même question qui se pose. Et ce sont les députés qui encore, si vous voulez, mettre le clou, enfoncer le clou dans le fait de ne pas. Alors, ça ne pas. Alors, je termine rapidement. Alors, donc, lorsque le gouvernement, le chef du gouvernement présente un projet de loi pour l'approbation d'une convention internationale, il ne discute jamais la convention. C'est une approbation rapide, un des applaudissements, et c'est tout. Parce qu'il considère ça, c'est le gouvernement. Alors, il y a une chose qui peut nous interpeller. Lorsque le ministre des Affaires étrangères vient devant la commission des finances, il demande de créer, par exemple, un consulat. Qu'est-ce qu'il lui a donné de créer? C'est le Parlement qui lui a donné de créer. Oui, dans ce cas-là, les députés, c'est la politique étrangère, nous, on intervient. Oui, donc ils donnent des crédits. D'accord, mais ils ne donnent pas, ils
Mais ils ne font jamais le contrôle. Bien entendu, nous avons des crédits. Nous avons des crédits, donné des crédits à notre ministre des Affaires étrangères pour créer un consulat, mais après, qu'est-ce qu'il est devenu? Jamais. Ils ne donnent jamais de rapport. Donc finalement, c'est ça le domaine de la sur le plan de la principe. Les députés aussi, ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Merci, M. Ouazani. Il y a une autre question concernant le professeur Madani, parce que je vais faire le plus. Le professeur Madani aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur le domaine réservé. Le professeur Madani, je le remercie infiniment aussi. Lorsqu'on faisait la constitution de 2011, il y avait un problème très important. Il y avait une demande de constitutionnalisme extraordinaire. On voulait mettre dans cette constitution tout ce qu'on veut. C'est pourquoi j'ai bien aimé ce que vous avez dit, c'est une satisfaction aux différents antagonistes. Donc on a mis la gouvernance, on a mis tout. Mais on a oublié les mécanismes d'application de la Constitution. Et nous avons souffert dernièrement avec la nomination de Simon Kéral. Parce que la Constitution mettait un point lorsqu'il disait que le roi choisit le chef du gouvernement parmi le parti qui arrive en tête de majorité, mais il n'y a pas de... Et vous avez cité pas mal d'exemples. Les lois organiques doivent être adoptées en 5 ans. Il y a des lois organiques qui attendent. Il y a beaucoup de questions comme ça dans la Constitution où il y a un point, c'est-à-dire dans les mécanismes d'application. Alors là, c'est un problème que je crois que nous avons utilisé pour souffrir aussi de ça. Et merci. Merci. Donc, si je comprends bien, donc, pour le domaine réservé, ce n'est pas simplement parce que c'est la monarchie, d'une certaine manière, qui maintient un peu les affaires étrangères dans son domaine réservé, c'est aussi parce que le Parlement, les partis politiques, continuent à entretenir au fond et à accepter le jeu politique du domaine réservé de la monarchie. Donc, j'ai d'autres interventions. Pour alterner, je vous donnerai la parole, peut-être une femme, puis un autre. Merci. Comme ça, on fait l'équilibre. Allez-y, Madame Laclos. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me donner la parole. Même si j'arrive un peu en retard, j'ai bien suivi les deux exposés qui étaient très intéressants et très utiles. Mais moi, ce que je vous dis, c'est sur le plan pratique. Il y a une chose qu'il ne faut pas nier, mais alors pas du tout. Il y a d'abord une différence fondamentale entre la théorie et la pratique. Il y a dans la Constitution actuelle de 2011, il y a des lois, il y a des principes, il y a une certaine démocratie qui a été inscrite, bien sûr, mais il ne faut pas. Il y a la pratique réelle. En particulier, moi je vous donne un exemple, j'étais au Parlement pendant 5 ans, et j'ai constaté une grande différence entre l'ancienne Constitution et la Constitution actuelle. J'étais dans la commission des Affaires étrangères. Et la Commission des Affaires étrangères, elle comporte 5 secteurs. Le secteur des affaires étrangères, le secteur de la défense, le secteur des affaires islamiques, le secteur des Marocains résidant à l'étranger et le secteur des résistants. C'est-à-dire tout le domaine qui comporte la souveraineté de l'État. Voilà, la souveraineté de l'État. Mais moi, je vous dis, au niveau de la Commission des Affaires étrangères, contrairement à ce qu'a dit professeur Ouazani, nous avons eu l'occasion, à plusieurs reprises, d'appeler le ministre des Affaires étrangères pour nous expliquer les positions, en particulier quand il y avait le problème du Sahara avec l'Espagne, avec énormément. On a eu l'occasion de. Mais le problème ne réside pas ici. Le problème réside au niveau des mentalités des partis politiques et des députés. Au niveau des partis politiques. Il y a des partis politiques qui osent parler, mais ils ne vont pas parler. Et il y a aussi des partis politiques qui ne parlent pas, qui ne disent rien, qui font juste de la politique politicienne. C'est-à-dire que nous avons un problème au niveau des mentalités. Les députés et les représentants de la nation qui ne sont pas toujours au niveau de se mettre à la hauteur de l'institution exécutive pour pouvoir l'interroger. Mais moi, je vous dis un exemple. Oui,
Moi, je vous dis un exemple. Un jour, je sortais de la commission, il y avait dans le temps mesuré, on l'avait appelé pour un problème, bien sûr, des affaires étrangères. Et puis en sortant, il y avait une députée qui m'a dit واش دابا حنا هنا دابا عندنا واحد الحق كبير 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 باسكو كان لو مينيستر دي زافير étrangères ما كيبغاش يدوي معنا كيخرج ما كيهضرش بينا alors que maintenant nous parlons et c'est ça, c'est très important, mais aussi au niveau de la constitution d'abord au niveau de la démocratie. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, je voudrais remercier les intervenants pour leur excellent exposé. Et je voudrais rappeler simplement une chose entre... parler un peu plus fort parce qu'apparemment le micro... Le professeur Naïmi a parlé de domaines réservés, partagés dans la politique extérieure. Moi, je serais plutôt d'avis de dire un domaine partagé. Pourquoi? Parce que il faut avoir à l'idée la référence du discours de Sa Majesté lors de la journée de la diplomatie marocaine en 2000, où il a parlé des limites de la politique extérieure traditionnelle, qu'il a appelée diplomatie traditionnelle, et la politique nouvelle, non gouvernementale, associative, dans laquelle il a fait un appel à la société civile, a fait appel à des économistes, a fait appel à des hommes d'affaires. Et c'est pour ça que l'absence de diplomatie dans votre exposé me dérange un petit peu. On parle beaucoup de politique extérieure, mais pas suffisamment de diplomatie. Or, la diplomatie, c'est l'organe d'exécution de la politique extérieure. Nous sommes bien d'accord, le professeur Ouazani l'a dit tout à l'heure, la politique extérieure, c'est le cadre général. Les objectifs à atteindre, quelles sont les grandes données de la politique extérieure du Maroc. Et puis après, on décline ça à travers les ambassadeurs, les diplomates, les consuls, etc. etc. Donc, qu'est-ce qu'on a vu naître aujourd'hui? On a vu naître un certain nombre de diplomaties, qui est la diplomatie parallèle. Et là, je rejoins, il y a maintenant quelque chose d'important, c'est que les parlementaires agissent dans le cadre de la politique extérieure du Maroc. La diplomatie économique aussi, tous les opérateurs économiques sont là pour apporter une contribution à la politique extérieure. Et maintenant, on va se décliner autre chose. La politique, je dirais, culturelle ou spirituelle, ce qui est également un fondamental important. Et n'oublions pas la politique de la diplomatie sportive. Donc, c'était simplement pour ajouter à ce qui a été dit, moi je pense qu'à ce niveau-là, il y a un domaine partagé et plus réservé à cause de la déclinaison que nous avons, que je vous ai citée. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a un bon? Oui, allez-y. Bonjour, je remercie infiniment les participants, les organisateurs, les intervenants ainsi que les participants. À mon intervention, juste pour réagir par rapport à l'intervention de M. Amani en ce qui concerne la politique étrangère au Maroc. Je pense que cette politique est régie par une trilogie importante, celle du bon voisinage, de la solidarité et du partenariat. Le bon voisinage, c'est de garder de bonnes relations avec nos voisins, l'Algérie, l'Espagne. La solidarité, c'est la participation parmi, bien sûr, les casques bleus, les commissions des casques bleus des Nations Unies. Et le troisième, c'est celui de partenariat avec l'Union européenne et dernièrement, bien sûr, avec l'Afrique. Je souligne dans ce cadre un petit décalage qu'on peut le constater entre la réalité, entre la constitution et la pratique et la réalité. Alors ce décalage, bien sûr, on le voit surtout en se référant à la constitution, dans l'article 1 qui, bien sûr, parle de la démocratie participative. Et puisque l'affaire et la politique étrangère au Maroc est liée, bien sûr, étroitement à la démocratie, on voit que la participation des partis politiques, et aussi des organismes, des organisations de la société civile, de simples citoyens, il n'y a pas de participation au débat public. Et s'il y a une participation, on ne peut pas aller jusqu'à critiquer les différentes stratégies adoptées par le système. Par conséquent, c'est le citoyen
Si ces stratégies sont défaillantes, c'est le citoyen qui paie, c'est la patrie, c'est l'État, c'est la société qui paie, bien sûr, de ces stratégies défaillantes. Et merci. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais commencer par poser un petit problème à notre ami Fleury et Mme Ouazzani. La moitié des personnes qui sont devant vous ne parlent pas français. C'est un problème. Moi, je propose tout de suite une solution. Je demande à nos amis d'acheter un petit matériel et je me propose de procéder à une traduction simultanée, comme ça tout le monde entend. Pour mon intervention, d'abord avec M. Malini, que je respecte beaucoup, bien que je ne partage pas ses analyses, il m'a donné l'impression que le Maroc a commencé en 2011 et que c'est le roi, comme il l'a appelé, s'est monopolisé la politique étrangère. Je pense qu'on pouvait parler pendant 30 secondes des autres constitutions, et notamment de l'activité Hassan II qui faisait de ces relations internationales du Maroc le pilier de son pouvoir. C'est au Maroc que s'est tenu un certain nombre de congrès, un certain nombre de sommets, etc., etc. Deuxièmement, je pensais qu'il va y avoir une transition entre les affaires étrangères et les forces armées. On ne peut pas concevoir quelqu'un qui prend des décisions sur le plan international sans être au courant de la puissance de son pays, la puissance de son armée. C'est un secteur qui n'a pas été mis en relief et que aucun ministre des Affaires étrangères ne peut aujourd'hui nous dire quelle est notre stratégie militaire. Donc c'est un autre domaine réservé qu'on passe sous silence, mais qu'il faudrait trouver une solution pour approcher avec toutes les nuances possibles. Troisièmement, j'aurais souhaité que l'on parle d'autres chefs d'État. Parce qu'aujourd'hui, il y a un mouvement international qui rend les chefs d'État plus puissants qu'il y a par exemple 10 ans ou 15 ans. Et je pose la question, qui fait la politique étrangère des États-Unis, qui est la première puissance démocratique du monde? Il est vrai qu'ils ont un président un peu déséquilibré, mais M. Barack Obama, lui aussi, prenait des décisions. Il venait devant la presse, il prend des décisions. C'est vrai qu'ils ont un conseil de sécurité, mais c'est le chef de l'État qui prend les grandes décisions dans les relations internationales. C'est aussi vrai en France, puisqu'on connaît la France mieux que d'autres pays. M. Macron se déplace, décide, noue des relations, prend des jugements, etc. Ça, c'était la première partie qui était académique. Mais la deuxième partie, vous vous êtes transformé en journaliste. Et c'est une bonne chose. Ça me dérange en tant que journaliste, puisque vous allez me faire un peu le... Vous avez parlé de Sile Othmani comme si c'était quelqu'un qui voulait changer la diplomatie marocaine et que finalement, M. Fassi, pour ne pas dire le roi, l'a empêché de le faire. Moi, je ne connais pas les compétences de M. Othmani sur le plan international. Ses écrits, ses études, sa réflexion. Je ne connais pas aussi la doctrine de nos amis islamistes. Vous l'avez dit, aucun parti n'a une doctrine. Mais nos amis du PJD n'ont pas de doctrine sur le plan international. Ils n'ont jamais écrit quelque chose. Ils parlent de l'Ukhouel Islamiyya, etc. Mais ils refusent de faire partie des Ikhouel Muslimin. C'est un autre problème. Alors, M. Othmani, vous avez dit qu'il est parti en Algérie, il a voulu ouvrir quelque chose de nouveau. Je m'excuse, il a commis des gaffes. Moi, je ne peux pas attaquer M. Othmani aujourd'hui parce qu'il est chef de gouvernement, je le laisse tranquille. Mais en tant que journaliste, je dois souligner qu'il a commis beaucoup de gaffes en tant que ministre des Affaires étrangères. Et que si moi j'étais chef de gouvernement dans le temps, je l'aurais licencié. Mais M. Othmani a tenu tête. Il n'a pas compris tout de suite. Et j'ai peur qu'aujourd'hui,
Il ne va pas comprendre aussi tout de suite, et peut-être on va le remercier. Merci. Si Oasis. Voilà, j'aimerais juste, juste une petite réaction, commentaire et question par rapport à nos deux exposés. Je serais beaucoup plus indulgent que mon voisin par rapport aux exposés que j'ai entendus. Ce que je dois simplement dire, ça montre la richesse des analyses qu'on peut faire sur cette Constitution, qui est un texte aride et que peu de citoyens ont lu. Je présume. Comme dans tous les pays, rares sont les citoyens qui lisent leur Constitution. Donc, les exposés que j'ai entendus ont montré la richesse d'analyse qu'on peut faire et de réflexion et aussi de propositions, parce qu'une Constitution n'est pas morte, elle est vivante, et on a entendu, elle est en création continue et dans tous nos pays. Dans certains pays, même dans notre petite Suisse, les cantons ont leur Constitution et actuellement, il y a plusieurs cantons qui ont leur constituante. Ça dure 4, 5 ans d'années de travail avec des commissions pour changer l'ancien texte, pour l'adapter, etc. Donc, une Constitution doit être vivante à cause de ce que vous avez soulevé, la pratique, ou même, vous disiez, l'oralité des contraintes et des travaux. Deux points qui m'ont frappé quand même, que je vais relever, c'est quand même cette notion que vous avez soulevée, n'est-ce pas, de primauté du droit international dans les textes marocains. Ensuite, qu'en est-il dans les pratiques? C'est un long cheminement, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais ça, je trouve que c'était très important à relever et que le Maroc, si possible grâce à nos forces associatives, société civile, interviennent pour que cette primauté soit vivante, car elle sert de recours à tous les citoyens au respect de leurs droits fondamentaux ou de leurs activités. Je tiens à vous dire, effectivement, que cette question, pour un pays aussi démocratique que la Suisse, pour dire nous allons refuser les juges étrangers. On qualifie de juges étrangers des juges auxquels, selon les conventions, la Suisse participe pleinement et sont dans les têtes de certains acteurs politiques. Donc pour vous dire à quel point cette affaire est extrêmement importante, même si au niveau de l'opinion publique interne, c'est des choses qui paraissent compliquées. Autre chose, je me suis amusé ces derniers temps, aussi en prévision de cette réunion, d'éplucher les discours de Sa Majesté. J'en avais déjà lu les derniers, et ça m'avait interpellé, impressionné par les visions de long terme qu'il y a dans ces discours et qui engagent quand même le sommet de l'État marocain, et notamment sur ce mot-clé de démocratie participative. Et je me suis dit, mais démocratie, qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne connaissons pas ce terme chez nous, il est tellement évident. C'est la porte ouverte dans un pays démocratique, c'est la démocratie participative. Chez nous, c'est la démocratie directe, donc l'aboutissement extrême, c'est-à-dire que le peuple est souverain en tout et peut défaire et le Parlement et le gouvernement par référendum. Ça arrive de temps à autre dans ce pays. C'est un rêve dans beaucoup d'autres pays européens d'arriver à cette démocratie dite directe de référendum. Alors, effectivement, dans le cas du Maroc, j'ai essayé de creuser ce que c'était, et là, vous ne l'avez pas abordé, et je me suis un peu perdu en cours de route, parce qu'effectivement, sur les institutions qui sont mises en route de démocratie participative, je me suis dit, comment on va mettre ça? Alors, c'est très bien décrit. Qui a droit de participer? Comment c'est organisé dans les régions? Au niveau local, c'est magnifique au niveau du schéma, si je l'ai bien compris, mais je me suis dit, comment ça fonctionne-t-il? Comment cela peut-il fonctionner actuellement? Mais c'est une promesse énorme si le peuple est initié à ces mécanismes qui sont prévus et dont j'ai lu les descriptions, mais me promenant un peu dans les campagnes et d'autres régions, je me suis dit où est-ce qu'on en est de cela? Les gens ne savent même pas de quoi on parle. C'est limité à un nombre d'élus choisis qui ont leur cercle maintenant qui fonctionne like a like. C'est pour ça que je vous dis cette notion, j'aimerais voir votre avis là-dessus, parce que ça fait un peu partie de ce que vous avez essayé de nous décrire, mais aussi ça m'a interpellé. Mais je pense que si on a une vision de long terme, et quand je tends en écho les discours de Sa Majesté, je pense que tout citoyen de ce pays peut toujours faire référence. On a le principe, on a la ligne directrice, c'est à vous d'exécuter, c'est à vous, le Parlement, l'administration, d'exécuter mes directives.
C'est un peu la vision qu'on peut avoir vue Merci. rapidement. Je voudrais, avant de donner la parole au professeur Francis, prendre au sérieux un petit peu la remarque qui a été faite par M. Maninou. Bon, que la moitié, peut-être moins, des gens qui sont présents ne comprennent pas peut-être nos interventions parce qu'elles sont faites toutes en français. Peut-être serait-il possible, je ne sais pas, de vous demander, à la fin des questions posées, un résumé, pour ne pas laisser ces personnes en dehors de ce que nous disons, peut-être un petit résumé des deux interventions. Ça permettrait un petit peu de les impliquer, et on s'excuse évidemment pour... il y a de toute façon, il n'y a pas à poser la question, il y a de toute manière des personnes qui n'ont pas effectivement accès à la langue française. Donc, ce serait peut-être une bonne chose, rapidement, un résumé des deux interventions tout à l'heure. C'est bon? Merci. Donc, je continue. C'est maintenant peut-être, non? On ne peut pas répondre déjà à la question des interventions. On ne peut pas le faire maintenant. Bon, par la suite. Par la suite, bon, ok. Donc, Sibou Aziz, ensuite, tout à l'heure, et enfin, bon, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête la liste, parce qu'il est 1h moins le quart, il va falloir permettre aux intervenants de répondre pour pouvoir reprendre la suite dans l'après-midi. Merci. Avant de poser ma question aux intervenants, jusqu'au ami Yori, un des manifestations marocaines de démocratie participative, c'est qu'on a un ministre de l'Intérieur qui préside les réunions régionales pour parler des développements régionaux. Ça veut tout dire. Voilà un aspect. J'ai écouté avec intérêt vos interventions, qui m'ont éclairé, et j'allais intervenir sur l'écart. Oui. Cet écart entre le texte et entre la pratique. Et cet écart-là, j'allais poser la question, est-il un petit écart ou un grand écart? Mais comme vous n'avez pas eu le temps de dire votre conclusion, donc je vais reformuler ma question pour vous permettre de conclure. On voit un peu quelle est l'évolution. Oui. Semadani avait donc la mise en œuvre et fait partie de la réforme. Et c'est elle qui éclaire sur la réforme elle-même. Et à partir de ça, la constitution de l'Union n'a pas changé fondamentalement le système politique, qui est un système basé sur la négociation, sur les promesses et les menaces, etc. C'est-à-dire, autrement dit, si j'ai bien compris, que le système se reproduit. Le système se reproduit et qu'il n'y a pas d'évolution, notamment parce que, justement, tout système démocratique est basé sur la suprématie de la légitimité démocratique et populaire sur toute autre légitimité, et toutes les constitutions marocaines, y compris la dernière, c'est la suprématie de la légitimité royale sur toute autre légitimité, fût-elle démocratique ou populaire. Donc c'est ce qui nous met donc en deçà de la démocratie. C'est une constitution qui n'est pas démocratique, c'est une constitution marocaine, que la date c'est tout ce qu'on veut, mais le principe même de la démocratie n'y est pas, parce que la légitimité démocratique et populaire est en deçà par rapport à la légitimité royale qui, comme disait notre ami Tosi, le roi n'est comptable de ses actes que devant Dieu et l'histoire. Donc tout le principe il faut que les gens soient comptables de leur action, et en dehors de ça, en ajoutant à ça c'est l'institution royale et le roi qui est l'acteur principal du champ politique, exhibe une structure à lui seul le champ politique. Donc en réalité on est dans un système où la légitimité de ce système est en dehors du système lui-même, mais pas à l'intérieur du système. Donc il y a reproduction. Alors pour se mêler, est-ce que cet écart-là entre la pratique donne une reproduction de la culture politique, des pratiques, etc. Ou est-ce qu'on est en évolution et que ce n'est qu'un problème des acteurs eux-mêmes, comme disait Madame la députée, ce n'est que les acteurs, ils n'ont pas le courage, non, ça, quand ils auront le courage, l'évolution est là. Est-ce qu'on est dans un schéma de reproduction ou dans un schéma d'évolution qui nécessite qu'un peu de courage de la part des acteurs? Merci.
Bien sûr, au roi, donc c'est... Et je rejoins dans ce point qui gère la clé, c'est-à-dire qui explique la gestion, c'est ce qu'a dit M. Nadali. Un point essentiel qui m'a plu, c'est le mode oral. Donc, qui gère le mode oral, explique en partie, qui gère beaucoup de dossiers. Donc, c'est un clé qui explique le système politique marocain en général. Parce que c'est un système, on sait très bien, il y a plusieurs chercheurs qui disent que le système politique marocain, c'est un système très complexe. On ne peut pas le comprendre à travers les textes, mais il faut le comprendre à travers autre chose. L'approche juridique et constitutionnelle, c'est important, c'est vrai. Parfois, elle n'est pas suffisante. On ne peut pas expliquer à travers une approche constitutionnelle et juridique, c'est-à-dire, si on change la constitution, on aura une démocratie, on va changer le système politique, etc. C'est pas suffisant, il faut changer la mentalité, etc. Mais également, si on approfondit un peu la réflexion, on dit que la constitution n'est pas le fruit de quelqu'un, mais c'est le fruit, ou bien c'est une réponse des revendications, des attentes de la société. Donc une constitution vient pour résoudre un problème existant au niveau sociologique, les revendications, et on sait très bien que plusieurs articles dans la constitution, c'est une réponse des revendications de la société civile, surtout au niveau des droits de l'homme, etc. Pour finir, juste, moi je suis croyant d'un principe très important, c'est l'accumulation, tarakum. C'est-à-dire l'avancée, la démocratisation. Est-ce qu'on est devant une transition démocratique ou pas? Moi, je suis en faveur de ceux qui disent qu'il faut attendre, c'est-à-dire qu'il y a une certaine accumulation. Donc moi, je crois qu'on est dans la bonne voie. C'est un peu long, mais l'accumulation explique tout ça. Et merci, monsieur. Je pense qu'il y a un intervenant. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Professeur Padmi et Monsieur Badani. Simplement, j'ai une petite intervention concernant deux notions. La première, la question des transitions. Je ne suis pas d'accord, peut-être concernant la transition démocratique, mais pour mutation démocratique. Parce que normalement, il y avait toujours une innovation politique au Maroc depuis Hassan II. En 1962, il a commencé avec une certaine constitution très avancée à l'époque. Normalement, ça ne répond pas à d'autres constitutions. Et déjà, on peut parler d'une mutation monarchique avec notre roi Mohamed VI, une mutation de la société, de choses qui marchent en binôme, si on peut parler de cette façon, parce qu'on découvre maintenant, on découvre une certaine absence, c'est-à-dire l'absence totale des partis politiques, enfin, ceux qui représentent la politique ici au Maroc, ils sont normalement en absence, c'est-à-dire déjà, ça se dévoile cette question de mutation, c'est-à-dire de monarchie, mutation, c'est-à-dire de la société civile, et qui sont dans diapason, c'est-à-dire toujours, ils poursuivent cette voie de la démocratie. C'est-à-dire que normalement, on sait que la société civile, la société marocaine, ils ressentent qu'il y a un changement. Il y a toujours une mutation, ils n'ont pas de transition. La question même, le titre du centre ici, c'est la démocratie et le développement humain. Déjà, Hassan II, il a parlé dans un discours, il a parlé dans un interview, je me rappelle bien, d'une démocratie sociale. On parle maintenant d'une démocratie politique. Peut-être une démocratie économique, mais on oublie qu'il y a une démocratie sociale. S'il n'y a pas de développement, parce qu'il faut bien connaître une chose, c'est que le Maroc, c'est un pays sous-développé. Alors, il y a une société, il y a pas mal de choses qui manquent au Maroc. Il n'y a pas que la démocratie. Il y a la démocratie, oui, c'est vrai, aux politiques, on partage le pouvoir, qui sont séparation de pouvoir, qui sont de l'indépendance soi-disant de la justice. Mais on oublie une chose, c'est que les manifestations qui existent maintenant sont possibles. Pourquoi? Parce que la société elle ressent qu'il a été délaissé. Alors là, seul, pour moi, le monarque et la société qui ressent ça. Et les gens qui profitent, peut-être ceux qui profitent, les arrivistes, les politiciens et tout cela, ils profitent de la situation, ils ne sont pas là. Et déjà, dans le discours royal, il a parlé de ça. Les politiciens ne sont pas là, les partis politiques ne font pas d'affaires, et ce sont ceux qui créent les problèmes. Alors, pour moi, c'est ma seule
concernant cette question. Je pense que donc on va... concerne le partage de compétences entre le communisme et le chef de l'État, qui sont les deux chefs d'État élus, et son public qui peut être assez public. Cette question d'harmonisation de la conduite de la politique étrangère au niveau de l'État, entre les deux, et un volet démocratique qui concerne maintenant l'intervention du Parlement et le contrôle du Parlement. Alors, il y a problème. Le problème du domaine réservé en France, comme ça a été discuté, alors que les présidents de la République, tous n'ont jamais reconnu qu'il y a un domaine réservé. Mais ils l'ont pratiqué. On parle de prééminence présidentielle comme temps. Il y a donc problème que lorsqu'il y a risque de marginalisation du Parlement, ou lorsqu'il y a risque de conflit entre le président et le chef de communisme, dont il y a cohabitation. Cette cohabitation a été éliminée depuis l'an 2000 avec la révision de la Constitution et la coïncidence entre l'élection présidentielle et l'élection parlementaire. Et donc voilà comment ça se passe. Et c'est dans un cadre démocratique. Et puis, c'est une spécificité française. Ça n'existe nulle part, sauf dans les pays qui ont imité la France, comme nous et quelques pays en Afrique, comme le Gabon. Ils utilisent cette notion de domaine réservé en France pour justifier le monopole exclusif sur la politique étrangère du chef d'État. Et on l'a fait même pour nous, en France. Non, il y a ceux... Bon, voilà donc pour la question de la problématique. Je reviens à l'intervention de Stéphane Lignou sur la question de l'armée et de la politique étrangère. Et de la défense. C'est l'armée, la défense et la politique étrangère, bien sûr, c'est très lié. Mais notre problème, c'est ça, en France, au Maroc. D'abord, la politique étrangère elle-même, c'est un domaine réservé. En plus, il y a d'autres domaines réservés. La défense est encore plus un domaine réservé que la politique étrangère. Les habous. Oh, on ajoute les habous. À un moment donné, on a ajouté la justice. Bon. Donc, voyez-vous, c'est dirigé contre les partis. Cette portefeuille ne doit pas être relié aux partis politiques. Mais parfois oui, parfois non. Parfois on remet, parfois. Alors sur la politique étrangère, on a parfois donné le portefeuille. Mais donc, donc tout dépend de la dynamique de l'évolution des rapports entre l'opposition et le roi et la monarchie, etc. Bon, ça parfois on s'ouvre, parfois on ferme, etc. Bon, en tout cas, on sait que on parle de ministère de souveraineté, on parle de, etc. Donc, tout ça, c'est une autre. Mais en tout cas, la défense, depuis 1972, c'est un domaine fermé. Non, il y avait quand même. Il y avait un ministère. Bon, c'était pas comme ça dès le début. Bon, il y avait bien sûr les forces armées étaient dès le départ, création du prince. Bon, dès le départ, ça a été comme ça. La France a voulu que ce soit comme ça. Mais, évidemment, ça a évolué et ça a pris vraiment ça a atteint le sommet après les coups d'État, voire les tentatives de coups d'État. Mais en tout cas, ça pose un problème. On ne peut pas parler politique étrangère sans. D'ailleurs, quand on a posé la question à Michael, qu'est-ce que vous en pensez de la décision du Maroc de laisser les avions français traverser les espaces aériens pour aller frapper en mer? Or, au moins, il doit être informé, de dire voilà l'État ce que fait, voilà la position de l'État marocain. Ça l'a diminué, et le journaliste a insisté pour qu'il dise au moins quelque chose. Il dit non, ça. Bon, voyez-vous jusqu'où cela peut devenir ridicule. Et puis vous m'avez dit, vous n'êtes pas d'accord avec. J'ai donné l'impression que le monopole en matière de politique étrangère ne date pas de la. J'ai dit l'évolution à partir de la Constitution de 2011, mais avant c'était la pratique. Donc réservé. La Constitution de 2011 est venue pour mettre fin à mes yeux, et puis dans
l'esprit de la Constitution de 2011, n'est-ce pas, au domaine réservé, tout au moins en matière de politique étrangère. Dans les discussions, si vous vous référez aux propositions des partis politiques, moi je les ai, je ne vais pas te dire, hein, partis politiques des ONG, ils ont soulevé cette question, ils ont fait des propositions. Par exemple, la question de la nomination des ambassadeurs au Conseil des ministres, mais ça a été, c'est devenu des partis d'opposition, des ONG, et surtout des partis d'opposition, ce n'étaient pas des partis de pouvoir, hein, des pro-palais. Ce sont eux qui ont posé ça, que les ambassadeurs doivent être nommés en Conseil des ministres. C'est une proposition du chef du gouvernement. Donc, c'est une nouveauté, ça n'existait pas avant. Moi, je propose même que, dorénavant, lorsqu'il y a, c'est difficile pour l'instant, il y a nomination d'un ambassadeur, sur proposition du chef du gouvernement en Conseil des ministres, il doit passer devant la Commission des affaires étrangères pour dire ce qu'il pense de sa mission. Oui, si on commence à... Voilà, vous manquez de courage. Si vous dites, ouh là là, c'est pas... Bah oui, voilà, c'est un manque de courage. Il y a des mentalités. Il y a des idées, il y a la pratique. Oui, moi, je suis un praticien de terrain. D'accord. Il y a eu une nomination au passeport, ça passait pas. Alors, après là, il y a eu ça. Alors non, avant la nomination, la formation du gouvernement. Et ça a été aussi un coup contre ce qui va venir. Ils ont nommé un certain nombre d'ambassadeurs juste avant la formation du gouvernement pour mettre, et ça c'est pas difficile les autres, hein, pour mettre le gouvernement devant le fait accompli. Voilà, c'est ce que j'ai appelé depuis, dans le cadre de la pratique. Vous dites journaliste, je ne suis pas d'accord avec vous parce que les académiciens ne sont pas coupés de la réalité. Nous ne pouvons pas parler dans le verre, dans le vide, en rupture avec la réalité. Votre travail nous permet, nous, d'avoir des faits. C'est ce que vous dites, c'est en recoupant qu'on peut avoir des faits. Et c'est ces faits-là qu'on bâtit, nous, nos raisonnements. On peut dire, bon, vous ne pouvez parler que de la théorie, etc. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, non, j'ai encore... Alors, comme vous dites maintenant les chefs d'État, tous les chefs d'État du monde, ce sont eux qui décident. Ben, vous avez dit tous les... Bon, très bien. Pas tous les chefs d'État du monde, dans les pays démocratiques. D'accord, ce sont des régimes présidentiels. D'abord, le président, le régime américain, c'est un régime présidentiel, qui a ses règles, etc. Mais il ne faut pas oublier que le Congrès américain est le seul dans le monde, qui partage avec le président de la République la politique étrangère. Le seul. Bah, dites-moi, donnez-moi. Alors, le cas français, j'ai parlé du cas français. Et puis, il n'y a pas que ça. Vous avez notre régime où ce n'est pas le chef de l'État. C'est le Premier ministre. Ce sont les régimes parlementaires. C'est ça. Là, ce sont les régimes démocratiques. Si vous voulez, moi, je ne suis pas pour. Je ne suis pas contre que le chef de l'État ait la prééminence sur la presse. Non, je ne suis pas. Je suis contre. Au contraire. Mais il faut que ça soit dans un cadre démocratique. C'est tout. Merci. Non, je n'ai pas encore terminé. Ne pas me lâcher. Il y a encore Soumaïli qui va... Ah, ça y est, hein, merci. Non, mais tu termine aussi. La parole. Moi, j'ai mangé. Alors, sur la démocratie participative, si j'ai bien compris, je vais vous répondre un peu théoriquement. Il y a un débat aujourd'hui au Maroc sur la fonction de la Constitution. Est-ce que, pas uniquement au Maroc, mais dans d'autres pays, est-ce que la Constitution doit continuer à être ce document qui règle la question de la séparation des pouvoirs, ou bien est-ce que maintenant on est passé à autre chose, c'est-à-dire qu'il y a d'autres questions classiques, et que maintenant on est dans le cadre de ce qu'on appelle les constitutions de pacte, qui règlent les droits, considérant que la question de la séparation des pouvoirs, c'est maintenant demandé, et qu'on passe aux vraies questions qui sont la garantie des droits
et la démocratie participative. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je pense que les constitutions sont établies essentiellement pour régler cette question de séparation. Et que ces questions de démocratie participative et de garantie des droits, d'abord la garantie des droits, elle est liée à la séparation des pouvoirs. Il n'y a pas de garantie des droits sans séparation des pouvoirs. Et la question de la démocratie participative n'a d'intérêt que par rapport à l'importance de la démocratie représentative. Peut-être qu'on ne partage pas pour la Suisse, c'est un cas un peu, et encore. Je pense qu'il y a encore au Maroc un problème de démocratie représentative. Et que la Constitution devait répondre d'abord à ce problème, au lieu de répondre aux attentes concernant la démocratie participative. Je ne dis pas que ce n'est pas important. C'est très important d'impliquer la société civile dans les programmes régionaux, etc. Mais en fait, ce que les gens attendaient de la Constitution, c'est d'abord de régler le nœud du problème, qui, à mon avis, est celui de séparation des pouvoirs. La question des attentes qui a été soulevée par quelqu'un dans la salle, c'est vrai que les attentes étaient contradictoires. Mais en même temps, ce qu'il faudrait relever, c'est que les attentes n'étaient pas symétriques, n'avaient pas la même force. Les attentes des uns et des autres, des différentes forces, n'ont pas été prises en considération de la même manière. Il y avait les attentes du palais, d'abord. Et ces attentes ont été prises en considération. Il y avait des attentes de la société civile auxquelles on a répondu. Mais il y avait d'autres attentes qui ont été mises en évidence. Voilà, j'ai pas été... Merci, je pense que il y a encore des choses à dire cet après-midi. Merci beaucoup pour votre attention. On a été